est vraiment très très heureux de vous accueillir pour la restitution de ce 4e volet. Comme l'a dit Inès tout à l'heure, il est né d'une demande qui est venue des entreprises. Et je me souviens très bien quand on a restitué Stéréotypes et Origines. Il y avait un paquet de gens de chez Sodexo par là, je me souviens dans l'amphi. Alors, on va vous présenter ces résultats de l'étude en passant à chaque fois de la partie quantitative, c'est-à-dire le questionnaire qu'on a soumis en ligne aux entreprises partenaires, et puis la partie qualitative, plutôt pilotée par Inès, qui complétera ou qui pourra nous apporter des résultats qu'on n'a pas forcément eu au niveau du questionnaire. L'étude Stéréotypes et Générations s'inscrit dans un programme beaucoup plus global de recherche-action qu'on a initié donc en partenariat avec Patrick depuis 2010. Donc en 2010, on s'était interrogé sur les manières et les leviers à disposition des entreprises pour aller un petit peu au-delà des actions en termes de process et pour arriver à comprendre qu'est-ce qui, dans les mentalités, pouvait continuer à générer des phénomènes de discrimination et à faire que la diversité ne soit pas une réalité. Donc en 2010, on s'était dit ce serait intéressant d'aller creuser cette question des stéréotypes dans l'entreprise, déjà les mesurer pour arriver à les qualifier, et puis ensuite identifier qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est vraiment efficace pour arriver à lutter contre ces stéréotypes. Parce que finalement, au-delà des idées reçues et puis de l'expertise de chacun, on souhaitait vraiment avoir des données scientifiques sur le sujet. Et après avoir fait une petite revue de littérature, on s'est aperçu qu'il existait très très peu de choses et très très peu d'études spécifiques au monde de l'entreprise en France. Donc c'est pour ça qu'en 2010, nous sommes allés chercher Patrick et qu'on a construit ensemble ce programme de recherche-action qui était donc un programme d'intérêt général parce que cofinancé par le Fonds social européen et les entreprises partenaires. Et donc, on s'est lancé sur un volet sur le handicap en 2010-2011 que nous avons ensuite prolongé par une enquête sur les stéréotypes de genre. Puis, on s'était attaqué aux stéréotypes liés à l'origine. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces guides pratiques sur le même modèle que celui que vous aurez aujourd'hui sur la question des générations. Et donc, comme le disait Patrick tout à l'heure, lors de l'événement de restitution de Stéréotypes et Origines, il y a à peu près 2 ans, c'était censé être le dernier volet et la clôture du projet, on nous a demandé de pouvoir terminer par le 4e pilier des politiques diversité, qui était la question de l'âge. Donc, on est reparti avec les entreprises, pour beaucoup qui avaient déjà participé au programme précédent, sur le 4e et dernier volet, on l'espère, ou pas, de Stéréotypes et Générations. Donc sur ce programme, nous avons toujours fonctionné sur la même méthodologie, un questionnaire en ligne qui a été passé par près de 3000 managers dans les entreprises. Là, on vous parle des questionnaires en ligne qui ont été terminés. Donc la plupart des chiffres que nous vous présenterons aujourd'hui sont issus de ce questionnaire en ligne qui est donc été passé par des managers et que nous avons complété par des entretiens collectifs, donc des focus group dans les entreprises, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. On va regarder les générations qui nous ont intéressés dans cette étude. C'est vrai que pour nous, avec Inès, c'était important, en démarrant cette étude, de contourner 2 écueils qu'on retrouvait souvent dans les études sur la question des âges. Le premier, c'était de vraiment faire le focus sur la question des relations entre les générations. Pour nous, c'était hors de question de se contenter de faire une photographie ou de dire voilà comment sont les Y, voilà comment sont les X, voilà comment sont les Z, les S, d'autant plus que forcément c'est réducteur puisque on regrouperait sous une seule image des personnes qui seraient parties sur une étendue d'âge de 15 ans. Et donc, on ne voulait pas de cette vision statique. Donc, on voulait vraiment que ce soit sur les relations entre les générations. Donc, on essaiera de vous montrer quels sont les résultats qui vont dans ce sens. Et le deuxième aspect qui était pour nous important, c'était de s'intéresser à la génération du milieu, c'est-à-dire les X, les gens qui ont aujourd'hui entre 36 et 50 ans, et qui, vous allez le voir, n'ont pas forcément un sentiment d'exister. Il y a une conscientisation de l'appartenance au groupe des X qui est beaucoup plus faible que quand on est Y ou que quand on est un senior. Donc on est parti sur ce découpage qui forcément était insatisfaisant dans la mesure où vous voyez bien qu'entre quelqu'un de 37 ans et de 34 ans, il y a probablement plus de ressemblances alors même qu'ils sont dans 2 générations différentes qu'entre quelqu'un de 22 et de 34, alors même que ce sont 2 Y. En nous regardant, on pourrait imaginer qu'on est de la même génération, Inès et moi. Eh bien pas du tout. Comme quoi, vous voyez, il peut y avoir des gens qui sont très proches en apparence physique et qui pourtant ont un grand écart d'âge. Et puis inversement. Donc forcément, c'était insatisfaisant, on l'a retourné un peu dans tous les sens, mais on a fini par tomber sur ce découpage qui nous permettait aussi d'avoir une étendue d'âge de 15 ans dans chaque génération et donc au total de couvrir la carrière
grosso modo, qui est de 45 ans. D'accord ? Donc ça, c'était important pour nous d'avoir ces trois espaces. Alors en termes d'objectifs, donc pour ce programme-là, je vous le disais tout à l'heure, la première étape est forcément d'aller mesurer et qualifier ces stéréotypes. Quand on parle de mesurer les stéréotypes, vous allez voir qu'on parle de 2 types de mesures. On va aller analyser les mots, donc là du coup on va aller mettre du contenu sur le stéréotype. Et puis on va aussi également, ça Patrick vous en parlera, y mettre des scores. Enfin c'est surtout les personnes qui répondent au questionnaire qui mettent des scores, ce qui nous permet de dire si les stéréotypes sont positifs, neutres ou négatifs. Donc cet objectif de mesurer les stéréotypes, c'est effectivement la première étape. Donc on va vous parler des stéréotypes sur les X, sur les Y et sur les S. Ensuite, un objectif qui est très très important pour nous, c'est identifier les leviers d'action, parce qu'on ne fait pas des programmes de recherche-action pour se faire plaisir. L'objectif est vraiment de pouvoir les transformer en actions concrètes pour les entreprises, qu'elles puissent les traduire de manière immédiatement opérationnelle en plan d'action pour pouvoir agir en faveur de la diversité et de l'inclusion. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important. On voulait aussi également, Patrick le disait, éviter de tomber dans le piège qui serait d'enfermer les différentes catégories d'âge dans des carcans, dans des stéréotypes trop présents. Donc on va beaucoup s'intéresser aux liens entre ces générations. Et ça, c'est une des spécificités de ce programme-là. Et puis, donc comme on vous disait, catégoriser la nature de ces relations et surtout avec l'idée derrière de pouvoir améliorer au mieux la coopération entre les générations. Et vous verrez qu'encore une fois, on est vraiment très content parce qu'on a identifié de vrais leviers d'action à disposition de l'entreprise pour œuvrer sur ce sujet-là. Alors, simplement avant d'aller plus loin, donc encore une fois, un grand merci aux entreprises partenaires de cette étude qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont accompagnés tout au cours de cette aventure-là. Donc, je remercie le groupe Airbus, Accor Hôtel, le groupe La Poste, Orange, Sodexo et L'Oréal, qui donc... et BNP Paribas, qui ont pu mener ce programme de recherche-action à nos côtés. Donc, comme pour chacun de ces programmes, chaque entreprise a eu son rapport avec son plan d'action spécifique. Et ce que vous pourrez retrouver aujourd'hui, ce sont les résultats anonymisés de l'ensemble des entreprises. Ce qui nous permet de vous présenter, comme pour les autres programmes, des études qui sont inédites en France en termes de volume de managers. Alors, sur la population, 4500 personnes ont démarré le questionnaire, 2800 ont survécu au questionnaire 20 minutes plus tard. Alors, ça peut vous sembler beaucoup, mais on a moins de pertes que sur les autres programmes. Alors, c'est peut-être des gens qui sont habitués ou peut-être qu'on fait les choses mieux, mais il y a toujours un écueil à ce questionnaire, c'est qu'on est obligé de commencer l'étude en mesurant les stéréotypes, c'est-à-dire en demandant des évocations libres par rapport à certains groupes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal avec cette mécanique, et on a beaucoup de gens qui laissent tomber dans les 2-3 premières minutes du questionnaire. En revanche, en général, ce qu'on voit, c'est que ceux qui passent ce fameux cap, eh bien, vont jusqu'au bout. Mais 64% de gens qui vont jusqu'au bout, c'est un peu plus que ce qu'on a d'habitude. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'au global, sur ces 7 entreprises, on couvre 500 000 salariés, ce qui veut dire qu'on est vraiment sur, avec cet échantillon-là, et vu la diversité aussi des périmètres de ces entreprises-là, on a vraiment une étude qui est très confortable en intra du point de vue du fait qu'on travaille sur 2800 personnes, 2800 réponses, et à la fois en validité écologique, au sens où on porte sur un échantillon extrêmement important de gens qui travaillent en France. Après, vous avez évidemment une répartition sur les générations qui est assez variable selon les entreprises et selon les périmètres d'action, ça ne vous étonnera pas. Au global, la difficulté pour nous, c'était de trouver évidemment des managers Y. On en a 12%, donc ça veut dire qu'au global, c'était quand même relativement suffisant pour au global faire des traitements. Et c'est la raison pour laquelle, dans la deuxième partie de cet exposé, quand on vous présentera les leviers d'action, ce sont des analyses qui ont été faites au global sur l'ensemble de l'échantillon et non pas entreprise par entreprise, parce que sinon, on arrivait évidemment à des échantillons trop petits pour pouvoir faire des traitements statistiques significatifs. Sur les focus group, nous en avons réalisé 22 au total. Donc, dans une entreprise, il y a eu un focus group intergénérationnel. Mais sinon, nous avons réalisé 7 entretiens collectifs pour chaque génération, donc c'est-à-dire un focus par génération et par entreprise. Ces éléments-là nous ont permis d'échanger donc avec des managers et des collaborateurs de la génération Y, de la génération X et de la génération S, sur tout un ensemble de sujets qui ont également été abordés dans le questionnaire. Et une chose qui nous a marqué sur ces focus groups spécifiques à la thématique de l'âge, c'est l'intérêt que les participants avaient à échanger sur ce sujet-là. Donc il y a eu une très très bonne prise de parole, un très
énormément d'éléments qui ont pu ressortir. Et surtout, dans toutes les entreprises, chaque génération était extrêmement intéressée de savoir ce que les autres pensaient d'elle et aurait beaucoup aimé échanger entre eux. On est vraiment sur un sujet, encore plus que sur les autres thématiques, où les salariés dans l'entreprise ont envie d'échanger, envie de partager et de confronter leur point de vue mutuel. Et ça, c'était une vraie spécificité par rapport aux autres sujets. Alors, avant de rentrer dans le vif des résultats, puis on ne va pas traîner, parce qu'en général, quand Gilles ne dessine pas, c'est qu'il s'ennuie, donc il s'ennuie peut-être vous aussi, parce que sur les aspects méthodologiques, donc on va aller vite vers les résultats. Mais vous ne passerez pas au travers de cette explication, donc pardon pour ceux qui l'ont eu déjà 10 fois. La particularité aussi de ce programme, c'est qu'on ne s'intéresse pas uniquement à l'image qu'on a des autres, ce qu'on appellerait un hétérostéréotype. Donc ce que, par exemple, un Y va penser des X et des S, évidemment, inversement. Ça, c'est l'aspect image qu'on a des autres. Et évidemment, le danger, quand on a un hétérostéréotype potentiellement négatif, si on le traduit en acte, c'est que ça puisse devenir un acte de discrimination. Le deuxième niveau qu'on a mesuré et qu'on fait systématiquement, c'est ce qu'on appelle l'autostéréotype, c'est-à-dire qu'on a demandé au sein de chaque génération de répondre à la question « nous, les Y, nous sommes » ou bien « nous, les X, nous sommes » ou bien « nous, les S, nous sommes ». C'est très important de mesurer aussi ce niveau d'autostéréotype parce que quand l'autostéréotype est négatif, vous voyez bien que ça peut impacter négativement l'image de soi et donc la confiance en soi dans une logique de transitivité. Si j'ai une image négative de mon groupe et que moi, je me sens appartenir à ce groupe très fortement, le danger, qui n'est pas automatique bien sûr, c'est que par transitivité, cette image négative s'applique à moi-même. Et donc que ça puisse baisser l'estime de soi et la confiance en soi. Et le troisième étage, qui est moins intuitif, mais qui est très important pour comprendre les blocages éventuels des relations entre les générations, c'est ce qu'on appelle le métastéréotype. Ça revient à mesurer ce que chacun imagine être le stéréotype que les autres ont sur lui. Ça revient par exemple à dire, d'après vous les Y, quel est le stéréotype que les S ont sur vous. Donc ce n'est pas le stéréotype qu'on a sur soi-même, c'est le stéréotype qu'on imagine que les autres ont sur nous. Et donc pour faire cette mesure, on a tout croisé, c'est-à-dire qu'on a l'image que les Y pensent que les X sont d'eux, l'image que les Y pensent que les S sont d'eux, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on avait 6 niveaux différents de mesure sur les métastéréotypes. L'intérêt d'avoir les 3 niveaux, c'est que vous voyez bien le degré de précision qu'on peut avoir dans l'image de soi par rapport à l'image qu'on projette et par rapport à l'image qu'on pense projeter sur les autres. Ça va être plus clair tout de suite après avec les chiffres. Alors si on regarde du coup, premier résultat, c'est donc les 3 courbes au global des 3 populations par rapport à ces 3 niveaux. Donc auto à gauche, hétéro au milieu, méta à droite. La première courbe, c'est la courbe des X. Alors, première observation, les courbes sont très proches, ce qui revient à dire que la première chose qu'on a constatée dans cette étude, c'est que les scores qui vont donc de tout à fait un défaut à tout à fait une qualité, de 1 à 10, donc plus le score est élevé ici, plus ça veut dire que le stéréotype est positif, on s'est rendu compte que les scores étaient très tassés. Alors évidemment, en première réflexion, on était un peu déçus, parce qu'on a eu le sentiment que ce n'était pas très différenciant entre les groupes, et surtout parce qu'on sortait d'un programme stéréotypé origine, où on avait en fonction des groupes jusqu'à 3,5 points d'écart, par exemple, entre le stéréotype envers les Asiatiques et le stéréotype envers les Maghrébins. Donc, première observation, on constate qu'on a des scores assez proches, et du coup, on regarde les mots, et on se rend compte que, en fait, sur les 3 générations, quels que soient les stéréotypes, les contenus sont à la fois composés d'éléments très positifs, et à la fois composés d'éléments très négatifs. Et évidemment, au final, quand vous moyennez l'ensemble de ces représentations, vous arrivez à des stéréotypes qui sont relativement neutres, ce qui explique des écarts assez faibles. Néanmoins, sur une population aussi importante, on a des écarts qui sont la plupart du temps significatifs. Alors, ceux qui s'en sortent le mieux, vous le voyez, ce sont les X. La génération qui semblait pour nous invisible et qui semblait ne pas exister montre que autostéréotype, c'est l'image que les X ont d'eux-mêmes, c'est le meilleur autostéréotype qu'on trouve. L'hétéro, c'est l'image qu'on a d'eux, c'est au même niveau. Ça veut dire que les X sont assez lucides, puisqu'ils ont une image d'eux-mêmes qui est la même que l'image que l'on a d'eux. Et quand on leur demande, d'après vous, qu'est-ce que l'on pense de vous, là, ça descend un tout petit peu. Ce qui corrèle bien avec le fait que les X n'ont pas forcément le sentiment d'exister. D'accord ? Quand on regarde les Y, on a une courbe qui est clairement en dessous, mais qui a une autre forme. Les Y ont une meilleure image d'eux que l'image que l'on a d'eux à l'extérieur. Autrement dit, messieurs et mesdames les Y, vous avez peut-être une tendance légère à vous surestimer par rapport à la valeur que nous, pauvres X et S, avons de vous. Puisque vous voyez que l'hétéro est à 5,8 quand l'autostéréotype est à 6,2. En revanche, quand vous dites au Y, d'après vous, qu'est-ce que l'on pense de vous ? Hop, ça remonte.
Donc non seulement les Y se surestiment, mais ils surestiment l'image qu'ils pensent que l'on a d'eux. Ce qui est relativement intéressant. D'autant plus que quand vous regardez la courbe des S, vous voyez qu'en fait elle est en dessous, mais elle a exactement la même forme. Les S sont ceux qui ont l'image d'eux la plus faible, même si elle n'est pas très très négative, puisque la ligne pointillée, ça correspond à la moyenne théorique de l'échelle. Donc vous voyez qu'on est quand même systématiquement un tout petit peu au-dessus. Néanmoins, les S sont ceux qui ont une image d'eux la plus faible. C'est l'image que l'on a d'eux qui est encore la plus faible, puisque là, vous voyez que le stéréotype le plus bas est à 5,6, donc c'est l'hétérostéréotype le plus faible. Par contre, quand on leur dit d'après vous, qu'est-ce que l'on pense de vous, ça remonte. Donc c'est quand même intéressant de voir que les deux générations qui sont aux extrêmes en termes de l'étendue d'âge, qui sont celles qui existent le plus officiellement, qui sont celles sur lesquelles il y a des dispositifs, ont exactement le même scénario en termes d'image de soi et d'image qu'on projette sur les autres. Une image de soi qui est meilleure que l'image que l'on a d'eux. Et les X, qui a priori n'existent pas, et bien vous voyez, ils s'en sortent, hein, ils sont tout plats, ils sont au-dessus, et c'est ceux qui ont la meilleure image d'eux, et on va vous expliquer comment ils font, ces X, pour avoir une très bonne image d'eux-mêmes.